Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Vous savez que votre passion du sport, je la partage. Constitution d'un grand ministère sous ma responsabilité, réunissant les sports, la jeunesse et la vie associative. J'insiste sur le fait que cette diminution est largement faciale. Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre à des défis contemporains extraordinairement difficiles. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast et ce premier épisode du podcast de la FSGT Paroles en jeu. Nous enregistrons aujourd'hui en direct de la 90e édition de la Fête de l'Humanité. Peut-être que vous entendrez d'ailleurs un peu de vent et de bruit derrière nous. Ce podcast Paroles en jeu, c'est le podcast du sport populaire, c'est-à-dire un sport qui dépasse la simple activité physique, un sport qui éduque, un sport qui permet de s'émanciper. Et on va en parler, on va parler aussi de lutter et d'espérer, un sport qui met en avant l'engagement citoyen, l'égalité, la solidarité. Et on aura le plaisir d'en parler dans une première partie avec Céline Machado et Johan Penel, qu'on présentera un peu plus tard. Ici, on l'espère, on le souhaite et on va le faire. On veut que la parole soit vivante, collective, participative. Et on va prendre le temps donc de discuter, de débattre, on l'espère aussi, et de confronter les points de vue. Alors, c'est parti. Pour ce premier épisode, on va revenir sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'était il y a un an. Et plus largement, sur les enjeux politiques et sociaux qui traversent le sport aujourd'hui. Il s'en est passé des choses depuis un an sur le plan politique, social, économique et climatique aussi. Donc, on aura l'occasion de revenir sur tous ces enjeux. Il y a quelques questions qui vont nous accompagner pour ce premier épisode. On va parler de la fête du sport parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la fête de l'humanité, mais c'est aussi le week-end de la fête du sport. Alors, est-ce une opportunité ou finalement, est-ce que c'est une festivité de trop dans le contexte actuel ? On va aussi parler des coupes budgétaires que le sport et plus largement le budget de l'État a subi. Quelles sont les conséquences de ces coupes budgétaires ? Alors, on va présenter nos invités. Donc, Céline Machado, qui est coprésidente de la FSGT. Bonjour Céline. Bonjour Emmanuel, bonjour Johan. Et Johan Penel, qui était président de la Fédération française de badminton et qui aujourd'hui est tout nouveau administrateur du Comité national olympique et sportif français et responsable du groupe de travail sur l'innovation sociale par le sport. Et par ailleurs, c'est lui qui va représenter le mouvement sportif au sein du mouvement associatif. Bienvenue, Johan. Bonjour Emmanuel, bonjour Céline. Alors, on va commencer cette première partie pour échanger sur les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'était il y a un an. Alors, peut-être qu'on peut commencer, Céline, par une première réaction sur le bilan un an après. Il est vrai qu'un an après, nous devons nous remémorer l'état d'esprit, je dirais collectif, durant ces Jeux et juste après ces Jeux, dans un contexte politique très incertain. Alors vous me direz, un an après, est-ce que la situation a bien évolué ? Je pense qu'il est aussi opportun de rappeler que le sport avait été déclaré grande cause nationale par notre président de la République. Grande cause nationale autour de 3 axes, c'est-à-dire inciter à plus de pratiques, mettre la pratique sportive au cœur des politiques publiques et valoriser la place du sport. 3 objectifs qui veulent dire un peu la même chose quand même, j'ai l'impression. Exactement, et je pense qu'il faut les contextualiser aujourd'hui avec des décisions qui nous semblent incroyables en cette rentrée sportive 2025-2026. On les déclinera peut-être après. Johan, une première réaction un an après ? Un an après, évidemment, ces Jeux, on a beaucoup parlé du succès populaire que ça a été, du succès sportif aussi, parce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés et sur les Jeux olympiques et sur les Jeux paralympiques. Le succès organisationnel,
Par contre, voilà, un an après, on peut s'interroger si ce n'est pas un échec idéologique, c'est-à-dire que sur les axes que Céline a rappelés, oui, il y a aujourd'hui plus de licenciés, plus de pratiquants qui sont recensés, mais est-ce que la place du sport a changé entre avant 2017 et après 2024? Manifestement, la réponse est non. Et toi qui es en charge au CNOSF du groupe de travail sur l'innovation sociale, est-ce que, alors pas les Jeux en tant que tels, mais la période qui a précédé les Jeux, peut-être aussi la place des collectivités territoriales, est-ce qu'on a évolué sur l'enjeu des innovations sociales? Est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont un peu fait changer le contenu du sport? Et après, Céline, peut-être qu'on viendra aussi sur le côté local. Il y a eu clairement des volontés de la part du comité d'organisation des Jeux d'aller sur ce champ-là. Typiquement, il y a un fonds de dotation qui avait été créé, qui s'appelle Impact 2024, qui a financé plus de 700 projets, plus de 50 millions d'euros. Et c'était la première fois qu'on avait un fonds de dotation qui était vraiment fléché sur l'innovation sociale par le sport. Donc là, on ne finançait pas la pratique, on finançait ce que des pratiques diversifiées pouvaient apporter dans le parcours de vie des citoyens et des citoyennes français. Donc clairement, c'était une vraie volonté. Maintenant, je pense que si on demande aux 70 millions de Français, est-ce que vous avez connaissance d'au moins un projet qui a été financé par Impact 2024, je pense que la réponse va être non, malheureusement. Alors que ces 700 projets, c'est des projets qui avaient la possibilité de faire bouger les lignes. Si on prend les trois grandes populations, les décideurs publics, le citoyen français lambda et le mouvement sportif, est-ce qu'il y a eu une rupture idéologique sur le avant-après? La réponse est non, parce qu'on n'a pas raconté les histoires de ces projets-là. Donc je pense qu'il y a plein de pièces du puzzle qui ont été posées sur la table, mais tant qu'on ne les valorise pas, qu'on ne les visibilise pas, en fait, ça ne sert à rien. Et Céline, alors coprésidente de la FSGT, une fédération de sport populaire, est-ce que nos comités départementaux, régionaux, nos clubs, est-ce que pour eux ça a été une étape positive ou négative, ou est-ce que finalement pas eu de changement? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable préoccupation. Alors, on parle effectivement d'innovation sociale, mais quand on voit un dispositif passeport qui est supprimé auprès des jeunes de 6-13 ans, alors qu'il concernait 3,5 millions d'enfants, de jeunes, et ce dispositif permettait l'accès à des familles défavorisées, ou en tout cas, ce dispositif-là permet par un coup de pouce de 50 € l'accès à la pratique. Il est vrai que c'est une vraie préoccupation, une vraie colère face à la disparition de ce dispositif. La FSGT se positionne comme, et alors je ne parlerai pas d'exigence, mais comme la nécessité de remettre en place ce dispositif au plus vite. Et puis, comment oublier aussi la mise à disposition et l'état de nos installations en France, quand on sait que plus de 50% des installations ont plus de 40 ans, que plus de la moitié des bassins, donc là je parlerai de tout ce qui est activité nautique, ces bassins sont vétustes. Comment arriver à proposer et à permettre l'accès au plus grand nombre, puisque c'est aussi l'une des missions des fédérations et en particulier de la FSGT, permettre cet accès au plus grand nombre sans discrimination et de manière équitable. Si je peux rebondir là-dessus, typiquement, un des côtés positifs de Paris 2024 a été de créer des passerelles avec d'autres secteurs de la société civile. Mais typiquement, sur la question des équipements, il n'y a pas eu de révolution idéologique sur ce qu'est l'équipement sportif de demain. Quand on pense vraiment décloisonnement et ouverture du sport sur la société, forcément, le concept de tiers-lieu sportif, il doit émerger. Sauf que concrètement, dans toutes les écoles d'architecture et d'urbanisme, je n'ai pas l'impression que la graine soit en train de germer. Donc on voit bien qu'il y a eu ces opportunités-là, mais clairement, on ne les a pas saisies parce que dans la hiérarchie des priorités, atteindre les résultats sportifs qu'on s'était fixés était au-dessus de faire changer le regard des Français sur la matière sport dans une acceptation très très large qui va de le sport de haut niveau, qui est celui qu'on voit,
mais il y a aussi les activités physiques qui changent les vies au cœur des territoires où parfois le club sportif, c'est le dernier lieu de vivre ensemble. Et d'ailleurs, on rappellera qu'au village olympique, il n'y a pas eu une seule construction d'équipements sportifs, ce qui est assez paradoxal puisqu'il y avait un enjeu de durabilité. Ça aurait pu être l'opportunité, en effet, pour penser un tiers-lieu où il y a toutes les activités, toutes les formes d'activités possibles. Céline, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement sportif qui, lui, est précurseur sur l'enjeu des innovations sociales et sur lequel on pourrait s'appuyer davantage? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les activités proposées par la FSGT, il y a des innovations qu'on aimerait faire connaître davantage et qui contribuent finalement de l'héritage des Jeux? Complètement, et je me permettrai un petit rappel historique où la FSGT a œuvré à la féminisation de certaines pratiques. Donc je parlerai de la lutte, je parlerai du saut à la perche. Nous sommes dans les années 60, donc je dirais que ces innovations déjà étaient présentes. Aujourd'hui, il y a vraiment l'émergence d'activités où la pratiquante, le pratiquant est en son cœur. C'est-à-dire que c'est la pratique qui doit s'adapter aux licenciés. Je parlerai bien évidemment du pickleball, je parlerai du foot en marchant, donc dit walking foot. Je parlerai du football à 7 auto-arbitré, où là on est sur une véritable responsabilisation des acteurs et avec une émancipation. Tu le disais, Emmanuel, en ouverture, le sport et l'activité physique et sportive a un rôle réellement émancipateur de ces pratiquantes et pratiquants. Johan, avant de boucler ton mandat à la tête de la Fédération française de badminton, tu as organisé un événement pour rendre compte de tout le travail sur l'évaluation de l'impact social, je le dirais comme ça, de l'activité de la fédération et de ses clubs. Et tu avais invité à témoigner des clubs. Est-ce que tu peux nous faire part de certaines expériences d'innovation sociale ? Alors, nous, on était un peu dans une position schizophrène parce que on a essayé de déconstruire le mythe des valeurs du sport, qui est juste un argument de vente du mouvement sportif, mais les valeurs du sport, ça n'existe pas au sens où il n'y a pas de bienfait intrinsèque à une pratique sportive quand elle n'est pas pensée en termes d'impact. Donc nous, d'un côté, on voulait dire arrêter de parler des valeurs du sport, et d'un autre côté, on voulait montrer toute la puissance potentielle des activités physiques et sportives. Et donc, on a essayé de construire avec 17 ministères différents des passerelles avec des projets d'expérimentation, que ce soit avec la justice. Le but n'était pas juste d'aller dans une prison et de faire taper des gens dans un volant. Parce que ça, voilà, encore une fois, il y a une confusion entre le sport comme finalité et le sport comme outil. La question, c'est comment est-ce que la pratique sportive dans un lieu de privation de liberté va derrière commencer la réinsertion sociale de ces personnes-là dans la société quand ils vont sortir. Et donc que finalement l'association sportive devienne potentiellement le sas entre la prison et le retour à la vie normale. Donc on avait sur ce colloque effectivement réuni différents témoins sur des thématiques différentes, à savoir le sport santé, qui a un nom très générique. Est-ce que mettre des personnes malades sur un terrain de sport, c'est faire du sport santé ? Il y a plein de gens dans le monde fédéral qui pensent que oui. Sauf que, est-ce que à la fin de la séance, la personne a retenu quelque chose ? Est-ce que ça a été pensé en termes d'impact sur long terme ? Souvent, la réponse est non. Donc que ça soit sur l'insertion professionnelle, sur l'insertion sociale, sur les réfugiés, sur la question de la diplomatie sportive, sur la question des jeunes qui sont dans les lycées agricoles, etc. Donc la question, c'était vraiment de montrer ce qu'on pouvait faire quand on le voulait, avec des publics cibles. Mais tout ça, pour sortir de ce discours sur les valeurs du sport, on voulait mettre en place un système de mesure d'impact social des pratiques. C'est-à-dire, plutôt que de juste dire « le sport, c'est bon pour l'éducation », on a pris des publics cibles dans le monde scolaire qu'on a suivis pendant 2 ans pour voir qu'est-ce que ça leur apportait concrètement, et on faisait la photo avant-après du jeune dans son parcours de vie.
Et évidemment, autant compter les médailles, c'est facile, autant évaluer l'émancipation, l'épanouissement des gens, c'est plus difficile. Donc c'est des vrais travaux de recherche qu'on a voulu mettre en place. On était la première fédération à mettre en place un tel projet, mais évidemment, ça se construit dans le temps long. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça dans tous les débats budgétaires qu'on a aujourd'hui. On a des problèmes budgétaires, il faut des priorités. Pourquoi est-ce que le sport doit être prioritaire ? Parce qu'on est en capacité de développer une ingénierie qui va venir répondre aux enjeux de société. Mais ce n'est pas juste les mettre sur le terrain, les faire progresser, et potentiellement demain, ils seront champions olympiques et on fera tous la fête ensemble. Y a des gens, ils ne seront jamais champions. Donc on fait quoi de cela ? Elle est où notre ingénierie ludique, notre ingénierie d'épanouissement qui est le cœur du projet fédéral à la FSGT? Ça, c'est des vraies ingénieries spécifiques. Et donc, ce n'est pas propre à une fédération. Ça se construit en interfédéral, c'est de la vraie mutualisation. Et typiquement, le CNOSF, qui est la maison du nous du sport organisé, doit devenir ce lieu où on va construire ensemble des vrais programmes qui serviront l'argumentaire du sport demain, et qu'on ne soit pas juste dans « donnez-nous de l'argent » parce que, regardez, pendant un été, on a fait oublier aux Français tous les problèmes du pays. Johan, imperturbable avec le tracteur juste devant l'espace où on enregistre ce podcast. Nous sommes, je le rappelle, en direct de la 90e Fête de l'Humanité. Alors, il se trouve que à la veille de ce week-end, la fête du sport, le CNOSF a publié un communiqué Le sport rassemble. Et il y a une phrase qui m'a un peu frappée, qui dit que le sport, comme tous les domaines, doit prendre sa part dans les efforts de la nation. Céline, est-ce que le sport doit prendre sa part ou est-ce que finalement, il faut penser un peu les choses de manière différente, selon toi ? Alors déjà, je réagirai sur le problème budgétaire. Alors je pense qu'il nous faudrait des jours pour aborder cette question, mais à mon sens, la question n'est pas réellement d'être confronté à un problème budgétaire, mais de ses orientations. C'est une autre question. Je dirais qu'effectivement, je crois que c'est un véritable effort de la Fédération française de badminton et je dirais une émancipation aussi des directions prises qui doivent aider, moi aussi on me teste, qui doivent aider les fédérations justement à réfléchir peut-être autrement. N'empêche que cette question aujourd'hui du budget, de la place du sport, quand on voit que le budget du sport fait à peine 0,1% du budget de l'État, il me semble compliqué d'avoir des projets réels, concrets et ancrés dans la réalité de terrain. Je me permettrai de faire peut-être, tu en parlais Emmanuel, un lien avec l'ancrage local. Suite au budget annoncé en 2025 et au projet de loi de finances 2026, localement, donc je parlerai du territoire que je connais un petit peu, c'est-à-dire le territoire toulousain, la municipalité de Toulouse a annoncé une baisse de budget de moins 40%. Auprès des associations. Moins 40%, je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Alors bien sûr pour le mouvement sportif, mais pas que, mouvement culturel, éducatif. On n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a eu une grande communication sur le fait d'ouvrir les installations scolaires au mouvement associatif, sauf que ces mêmes installations scolaires sont vétustes, qu'il manque de moyens humains de présence au sein de ces installations, qu'il y a un problème d'accès. Je ne pourrais parler que d'effets d'annonce, moi, aujourd'hui. Et en cette période de rentrée, en cette période d'adhésion de familles auprès d'activités, FSGT et puis autres fédérations, malheureusement, nous sommes confrontés à une mise en concurrence aussi des fédérations par ce manque d'installation et de pratiques proposées. Il nous est insupportable d'avoir des familles sur liste d'attente pour pratiquer une activité physique et sportive associative, des enfants
qui n'accèdent plus à la pratique. Alors, j'ai parlé du dispositif passeport, mais il y a un vrai manque d'installation et un vrai manque, je dirais, d'accompagnement dans la pratique de la population. Alors, je parle de Toulouse, mais je dirais que la vérité est de même sur le plan national. Johan, le sport doit prendre sa part dans l'effort de la nation. Le problème sous-jacent derrière tout ça, c'est qu'on ne parle jamais de projet de société. Le sport, il doit venir s'intégrer dans une vision de à quoi on veut que la France ressemble en 2050. Le sport, c'est le plus bel outil, l'outil le plus puissant qu'on ait à notre disposition pour construire une autre société que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est tellement pris par le court terme qu'on ne se projette pas en 2050. Et donc, le sport, et là, je disais tout à l'heure, on a loupé une marche, nous, mouvements sportifs, c'est dans l'histoire qu'on raconte. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur les premières pistes pour le budget 2026, le poste sport, vie associative et jeunesse était la deuxième plus forte coupe? C'est parce qu'on n'a pas été bon, nous, dans le fait de dire on est indispensable à un projet de société émancipateur, inclusif pour demain. Parce qu'il y a cette question, voilà, les fédérations, on adore, et je l'ai fait, donc je vais m'auto-flageller, on adore communiquer sur notre nombre de licenciés. Voilà. Et on a globalement tous connu une hausse de licences depuis la fin de la crise Covid, où on était en bas, enfin tout au fond du trou. Et depuis, on ne fait que croître. Et on est très content de communiquer sur la croissance. Mais typiquement, quelle fédération communique sur son taux de fidélisation? C'est-à-dire ceux qui vont rester d'une année sur l'autre. C'est-à-dire ceux qui se seront épanouis dans leur pratique au point de revenir en saison 2. Et ça, des fédés qui communiquent là-dessus, il y en a très peu. Donc, sur la question de faire sa part, le sport, il doit faire sa part sur le fait de raconter une autre histoire que celle qu'on raconte depuis 50 ans, qui est, regardez, on distrait les gens, on leur fait oublier les problèmes du quotidien, alors que le COJO, Paris 2024, disait bien, le sport change les vies. Et donc, c'était ça le récit qu'il fallait qu'on développe tous ensemble pour arriver à se dire... Je suis Premier ministre demain. Bon, ça n'arrivera pas, mais on peut faire de la fiction. Je suis Premier ministre demain. Le dernier budget auquel je vais toucher, c'est celui des sports, parce que ça déconstruit derrière tout le ciment de la société française. Céline, je t'ai vu réagir pendant l'intervention de Johan. Il me semble qu'il ne faut pas oublier la mission de service public et du désengagement de l'État et de ses missions. Alors bien sûr dans nos collectivités territoriales, mais je dirais d'un point de vue plus général, et les fédérations sont confrontées à ce désengagement. Alors il est vrai que la pratique est émancipatrice, mais quel rôle de l'État ? Moi, que le budget soit le deuxième budget subissant la plus grande coupe, comment en être étonné, puisque de toute façon aujourd'hui et depuis, je dirais c'est pas d'aujourd'hui, depuis plusieurs années, il y a un véritablement désengagement de l'État dans ses missions de service public, qu'est le sport et la vie associative. Alors on pourrait parler bien évidemment d'autres compétences, que ce soit l'éducation, mais en tout cas au sein de la FSGT, nous ne sommes pas étonnés, mais par contre nous restons combatifs et très attentifs aux décisions prises. Et quand on fait le lien avec le budget, je dirais que ce n'est pas uniquement une question de défense de budget, mais c'est surtout défendre le vivre ensemble, l'inclusion, la solidarité et l'accès aux activités physiques et sportives pour toutes et tous. Merci Céline. On va faire un petit interlude. Je rappelle que nous sommes en direct de la 90e Fête de l'Humanité avec Céline Machado, coprésidente de la FSGT, et Johan Penel, administrateur du Comité national olympique et sportif français. Et donc notre interlude s'appelle Radio Graffiti. Radio Graffiti donne la parole au monde sportif et associatif. Et on va entendre à l'instant Thomas Val. On lance Radio Graffiti. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. La FSGT. À la FSGT.
Bonjour à toutes et tous, je suis Thomas Val, coordinateur général de la FSGT, et on m'a demandé de vous lire l'édito qui est paru dans le Sport et plein air du mois d'août. Le sport n'est pas à la fête. Le mouvement sportif est en colère et à juste raison. Depuis la fin des JOP de Paris 2024, des nuages noirs s'amoncellent sur les moyens investis par l'État dans les activités physiques. Après une baisse initiale de 182 millions d'euros par rapport à celui de 2024, le budget des sports 2025 a été amputé de moitié en raison de reports, d'annulations et de gel de crédit, pour un total de 300 millions d'euros. Du jamais vu. Les responsables de clubs et de fédérations, les élus et les parents sont également abasourdis par la décision gouvernementale de réduire de 53% les moyens dédiés au dispositif Passeport. Désormais, les enfants et les jeunes de 6 à 13 ans de foyers à revenus modestes seront exclus du dispositif, alors qu'ils et elles représentent 81% des bénéficiaires. Une décision absurde et injuste, qui va d'ailleurs impacter le sport associatif pratiqué au plus près de toutes et tous. De plus, dans le cadre du projet de loi de finances de 2026, c'est une coupe de 18,5% des crédits à la mission sport, jeunesse et vie associative qui est annoncée. Force est de constater qu'après avoir été élevé par le président de la République au rang de grande cause nationale 2024, le sport est devenu la grande désillusion nationale 2025. Dans ce contexte, la décision non concertée du président de la République d'instaurer chaque 14 septembre une fête nationale du sport pour célébrer les JOP de Paris 2024 est très surprenante. Son organisation et le budget, plus de 6 millions d'euros, débloqués à cette seule fin, sont un non-sens en regard des coups de boutoir budgétaires successifs. Et le message adressé est catastrophique. Il n'y a pas d'argent pour aider les enfants et les jeunes à pratiquer leur sport de leur choix. Mais il y en a pour fêter le premier anniversaire des Jeux. C'est l'héritage à l'envers. D'ailleurs, à cette même période, les clubs sont toujours mobilisés sur les forums associatifs de rentrée ou sur les initiatives Sentez-vous sport. Pour sa part, la FSGT ne participera pas à la fête du sport. Elle sera en revanche présente à la fête de l'humanité, qui se déroulera le même jour pour y promouvoir le sport populaire. Et dès la rentrée, la FSGT sera pleinement mobilisée et solidaire des actions qui seront menées par le mouvement sportif et le mouvement d'éducation populaire pour exiger le rétablissement immédiat du droit au passeport pour les 6-13 ans et le renforcement du budget sport en 2026 à hauteur de 1% du budget de l'État. Merci Thomas pour ce Radio Graffiti. Donc on l'a compris, le sport pour la FSGT n'est pas à la fête. Hier a été publié le dernier baromètre du Secours populaire sur la pauvreté. Et on y lit qu'un enfant, un jeune sur deux, aujourd'hui, a du mal à s'alimenter. Et donc, le problème, c'est que quand on pose la question des droits fondamentaux, du droit à l'alimentation, du droit au logement, du droit à l'éducation, on peut avoir le sentiment, en effet, que le sport et les loisirs sont secondaires. Alors, comment réagissez-vous sur cette question? Est-ce que le sport, finalement, c'est un droit fondamental? Tu as parlé, Johan, tout à l'heure, avec l'exemple du milieu carcéral. Finalement, tu as parlé d'émancipation. Donc, en quoi on doit œuvrer à faire reconnaître un droit qui, aujourd'hui, n'est pas acquis pour tout le monde en France? Merci Emmanuel de faire référence à cette étude-là qui est parue hier. Il y a quand même un parent sur deux, une famille sur deux qui a conscience de ne pas pouvoir offrir une pratique ou en tout cas des loisirs de base à ses enfants. Donc avec en plus une notion de culpabilité de ne pas pouvoir permettre à ses enfants hors champ scolaire d'avoir une pratique. Emmanuel, tu parlais de besoins primaires. Je ferai déjà le lien avec la disparition du dispositif Passeport dont je parlais tout à l'heure, mais bien au-delà, et j'espère que nous aurons par la suite, alors peut-être pas dans nos interventions, mais dans d'autres podcasts, l'occasion de présenter nos différents projets internationaux où le sport a une place très particulière, et je pense à toutes nos missions en Palestine où la FSGT propose à la fois des formations et une activité qui permet, dans une situation catastrophique, une pratique qui a une place incroyable auprès d'une population en Cisjordanie, une population gazaoui. Tout ça pour dire que oui, le sport a un rôle essentiel dans nos familles, auprès de populations, alors que ce soit des jeunes, enfants, adultes, seniors. Et quand on voit les résultats de cette étude, nous ne pouvons qu'être alarmés et alarmistes sur les décisions à venir du projet de loi de finances 2026. Johan ? Alors effectivement, c'est pas ce qui manque aujourd'hui pour nous démoraliser en termes de
de rapport et de photographie de ce qu'est la France en 2025, parce qu'il y a ce bilan sur la question de la précarité, il y a tous les travaux sur la sédentarité et l'inactivité physique, et puis il y a aussi le baromètre du lien social qui montre que le vivre ensemble, il décroît en France, parce que les gens ne veulent plus que se retrouver avec des gens qui pensent comme eux, on ne se rencontre plus, on n'apprend plus à se connaître, on se juge juste, et l'autre est toujours l'ennemi. Donc cette photographie, évidemment, elle n'est pas très positive et elle ne donne pas forcément le moral. Et c'est là où nous, on a cette carte à jouer, de dire face à tout ça, comment est-ce que des pratiques diverses et adaptées va venir répondre à ces problèmes-là. Comment est-ce que dans une association sportive, on ne choisit pas les gens avec qui on pratique ? C'est les gens qui viennent dans le club. Et donc, on va se retrouver avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et c'est un lieu de vivre ensemble qu'il faut préserver à tout prix. Parce que demain, sans nos associations, à quoi va ressembler la France ? Le 11 octobre, on a un grand mouvement de mobilisation de tout le mouvement associatif en France. Et donc, on appelle tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à se mobiliser ce jour-là. Ça sera le samedi 11 octobre partout en France pour dire... Nos associations, c'est le ciment de la société française. Et le jour où elles n'existeront plus, en fait, ça va éclater de l'intérieur. Parce que le peu de choses qui nous relient encore, et encore une fois, quel est le seul moment où on chante la Marseillaise tous ensemble, quelle que soit la couleur de peau, la religion, le milieu social, c'est les compétitions sportives. Donc, s'il n'y a plus ça, demain, ça va être quoi le pays France ? Donc, clairement... Là, on a une carte à jouer dans ce qu'on a à raconter face à tous ces constats qui sont hyper démoralisants, hyper pessimistes. Et pour autant, les solutions, on les a dans tous nos clubs sportifs, mais aussi en dehors du mouvement sportif, parce qu'il y a 360 000 associations sportives en France. Il n'y en a que la moitié qui sont dans nos fédérations. Donc, il ne faut pas oublier toutes les autres et les convaincre qu'elles font partie d'un grand mouvement. C'est celui de... Tu viens pour taper dans un volant ou pour tourner en rond, pour taper dans un ballon, mais tu vas rester parce que tu vas rencontrer des gens, tu vas approcher la démocratie de l'intérieur dans les associations. Et j'ai été trop long, donc je m'arrête là. Et dans les associations sportives, il y a des bénévoles. Dans les associations sportives, il y a des animateurs, animatrices. L'éducation populaire est aussi menacée. J'ai entendu animateurs, animatrices, espèces en voie de disparition. Céline, ta réaction sur cette question ? Alors déjà, j'apprécie et je relève aussi le fait que le mouvement associatif, le mouvement sportif se mobilise le 11 octobre, parce qu'il me semble avoir entendu à quelques reprises que le sport n'était pas politique. Donc j'apprécie déjà que Johan rappelle qu'effectivement, il y a cette capacité à se mobiliser. Comme... tout membre bénévole dans toute vie associative, nous avons des citoyennes et citoyennes. Donc, je rappellerai aussi que la semaine prochaine, jeudi 18 septembre, il y a un appel à mobilisation de manière un peu plus large qui va bien au-delà de nos associations et de la vie associative. Je dirais bénévoles et animateurs, animatrices en voie de disparition. Sur le terrain, ce n'est pas si évident. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de se réunir, il y a cette volonté de partage, cette volonté de lien social, à l'heure où les réseaux sociaux ne permettent pas toujours de lien. Mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de les référencer, de les compter, ce que tu disais, Johan, aussi. Nous ne sommes pas toujours dans cette logique de valoriser nos intervenants bénévoles. N'empêche qu'ils sont là et n'empêche qu'une semaine après les forums des associations, puisque nous sommes en cette période de rentrée, nous venons de passer les forums d'associations, il y a une véritable mobilisation, une véritable envie à la fois de pratique, mais aussi de proposition de pratique. Et là, je pense vraiment qu'il faut accompagner. Et en tant que fédération, nous devons avoir ce rôle d'accompagnement et d'accueil. Ouais. Johan, vas-y. Sur la question de l'engagement, typiquement, alors je vais citer une étude qui a été faite par l'INJEP, qui est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, il y a 2 ans, et qui posait la question aux collégiens, donc les 13-14 ans, sur est-ce que vous avez envie de vous mobiliser bénévolement dans les années qui viennent ? Et le chiffre, il est bluffant. La réponse, c'est
80%, donc 4 jeunes sur 5, disent « je veux m'engager bénévolement ». Donc là, ça tranche avec on est dans une société individualiste, il n'y a plus de bénévoles, etc. Par contre, on leur posait après la question « dans quoi voulez-vous vous engager ?» Et donc là, c'est dans la solidarité, dans l'éducation, dans le social. Et le sport arrivait tout en bas. Parce que dans l'imaginaire collectif, le sport, ce n'est pas une cause qui nécessite de se mobiliser. Finalement, c'est une finalité de divertissement comme une autre. Ce n'est pas cet outil puissant au service de la création d'une société meilleure qu'aujourd'hui. Donc, on a vraiment un travail à faire sur le fait d'écouter nos bénéficiaires. C'est comme sur les baromètres des pratiques sportives qui nous disent que les Français ne veulent pas pratiquer une activité physique et sportive à des fins de compétition, ça ne représente que 8% des sondés, mais avant tout pour des questions de santé, de rencontre des gens, d'apparence, de dépassement pour transpirer, etc. Et donc, comment est-ce qu'on doit adapter nos pratiques, nous, pour répondre aux besoins des Français, et comment est-ce qu'on veut utiliser ces études-là pour faire en sorte que les gens qui ont envie de s'engager sur le champ de l'écologie, ils se disent je peux m'engager sur le champ de l'écologie à travers le sport. Et le sport devient cet outil ludique qui va permettre de se battre pour une cause détournée. Et je pense que c'est vraiment un changement idéologique qu'il faut qu'on amorce en se disant les gens ont envie de s'engager, mais pas dans le sport. Donc comment est-ce que finalement on va les ramener à nous de manière détournée ? Et j'en profite pour dire que le 2e épisode de Paroles en jeu sera consacré aux questions écologiques. Nouvelle interlude, Radio Graffiti, c'est parti. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. À la FSGT. À la FSGT. Alors, je vais lire la question sonore de Franck Santos. Ne pensez-vous pas que tant que le mouvement sportif sous toutes ses composantes et l'éducation populaire ne seront pas intégrés de façon décisionnelle et démocratique à l'organisation du sport, nous n'arriverons jamais à sublimer l'éthique que devrait porter l'olympisme? Merci Franck pour cette question. Vous avez 2 heures, Céline et Johan. Déjà, merci Franck pour la qualité de ta question et son contenu. Peut-être rappeler le mouvement sportif pour les personnes qui nous écoutent. Le mouvement sportif, c'est à la fois l'État, c'est à la fois l'Agence nationale du sport, le CNOSF, nous en avons parlé. N'oublions pas le CPSF, Comité paralympique du sport français, les fédérations, les collectivités territoriales. Donc voilà, le mouvement sportif, c'est cet ensemble d'acteurs. Alors, il est quand même intégré, alors nous pourrions parler, et Johan, tu en as parlé du CNOSF dans ses missions, il est quand même intégré, mais cela peut être clairement perfectible. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, rappelons-le, c'était plus de 200 pays, plus de 10 000 sportifs, plus de 20 000 journalistes, plus de 45 000 bénévoles. Repositionnons ce qu'est l'événement Jeux olympiques. Il ne faut pas voir les Jeux olympiques uniquement comme des exploits personnels. Et en ça, je crois qu'effectivement, ce raccourci avec ces exploits personnels vers des intérêts financiers sont à la fois très réducteurs et effectivement une vision très libérale des Jeux olympiques. Quand on parle éthique, moi, je ne pourrais m'empêcher de penser un manque peut-être d'équité dans les décisions qui peuvent être prises. Je fais appel à la décision des athlètes russes qui ont été sommés de participer sous bannière neutre. Il me semble qu'il y a d'autres conflits. Il me semble qu'actuellement, nous observons... je pense bien sûr, et j'en suis émue, au peuple gazaoui, au peuple cisjordanien, en clair, peuple palestinien. Qu'en est-il des athlètes israéliens? Devaient-ils participer sous bannière neutre? Je pose la question et je crois que l'éthique soulevée par Franck amène aussi cette question. Juste pour réagir, je vais même aller plus loin que ça. Si la Russie avait attaqué l'Ukraine
15 jours plus tard, c'est-à-dire en dehors de la trêve olympique, est-ce qu'ils auraient été sanctionnés ? Enfin voilà, il y a un moment où Poutine a été un des fers de lance de l'utilisation du soft power du sport. Donc c'est une vraie punition pour le coup. C'est une vraie punition pour lui que ces athlètes ne puissent plus faire briller la puissance de la Russie. Donc c'est une vraie sanction, c'est pas anecdotique. Mais s'il n'avait pas attaqué en période de trêve olympique, est-ce que le CIO aurait eu le courage de suspendre la Russie ? On ne saura jamais, on ne va pas refaire l'histoire. On rappelle le soft power, ça veut dire utiliser le sport à des fins de diplomatie ou oui, c'est pas forcément négatif. Le fer de lance de politique. C'est ça, c'est un outil diplomatique qui sert à valoriser une vision, un pays à travers le sport. Donc, sur la question de quelle est notre part de responsabilité dans l'éthique de l'olympisme, quand on regarde la devise olympique qui est le plus haut, plus vite, plus fort, ensemble, on est quand même dans une vision du monde. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller au-delà. C'est-à-dire on est dans la croissance, on est dans quelque chose qui doit dépasser les limites. Donc ça veut bien dire que ça traduit déjà une certaine vision du monde. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec. Par contre, je vais prendre l'autre partie des valeurs de l'olympisme qui sont amitié, respect, excellence. Est-ce que déjà ces trois valeurs-là infusent tout le mouvement sportif ? Alors l'excellence, plutôt. Parce que nous, fédération Unisport, on est quand même évalué sur le nombre de médailles mondiales qu'on rapporte. Qu'on le veuille ou non, c'est un critère d'évaluation. L'amitié, est-ce que quand il faut obligatoirement des quarts de CRS, quand on organise un match de Ligue 1, on parle vraiment d'amitié ? Et le respect, moi je trouve que, alors après le tracteur, nous avons la fanfare. L'an 90e édition de la Fête de l'Humanité, je le rappelle. Voilà. Sur le respect, moi, j'admire la notion de l'auto-arbitrage. En badminton, 95% des rencontres sont auto-arbitrées et ça a des vertus éducatives très fortes, l'auto-arbitrage. Sauf que l'arbitrage a aussi des valeurs. Mais il faut accepter de valoriser les deux. Et donc, on voit bien qu'il y a la théorie, amitié, respect, excellence, et il y a la pratique. Et clairement, encore une fois, il y a une dissonance entre ce qu'on nous vend et ce qu'on en fait réellement. Donc, on a notre part de responsabilité, déjà dans le fait de revenir à l'ADN même de l'olympisme, qui est une philosophie de vie qui doit nous amener tous à grandir ensemble grâce à la pratique. Merci Johan Penel qui va rester avec nous. On va remercier Céline Machado qui va laisser sa place à Antonio Fonseca, coprésident également de la FSGT, puisque je le rappelle, nous avons une coprésidence mixte à la FSGT. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.